Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'information sur Télé-Congo. Dans les titres ce soir, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui séjourne au Kazakhstan depuis jeudi dernier, a visité plusieurs infrastructures culturelles, historiques et économiques de ce pays. Vous le verrez dès l'entame du journal. Le député maire de Brazzaville, préoccupé par l'état d'avancement des chantiers à travers la ville, Dieudonné Bansimba, a visité hier quelques chantiers, notamment la passerelle piétonne reliant les quartiers 605 et 603 à Talangaï et le boulevard Alfred Raoul. Le constat de Kochengoulou à suivre également. Et puis, les femmes entrepreneurs du Congo réunies autour d'un meet-up branch pour discuter des sujets essentiels au développement de leur entreprise. Au nombre des conférencières, Aline France Etokabeka, qui a édifié l'auditoire sur l'importance des médias sociaux et traditionnels pour les femmes entrepreneurs. Voilà pour l'ossature. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, poursuit son séjour de travail au Kazakhstan. Peu avant de quitter Astana pour Almaty, le chef de l'État congolais a visité plusieurs infrastructures culturelles, historiques et économiques construites dans la ville capitale de ce pays. Le reportage est de Roch Kiamba. L'Opéra national et théâtre du ballet, situé dans la ville d'Astana, a reçu le 2 août 2024 la visite du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Un théâtre magnifique et solennel, combinant dans son dessin le motif des traditions kazakhs et des tendances gréco-romaines, a été construit en un temps record. En 2013, il était déjà devenu le patrimoine architectural de tout le pays. Sur place, le chef de l'État a eu droit à une partie de spectacle. Construit en 2014, le musée national de la République du Kazakhstan a été visité par le président de la République. Il y représente l'histoire et la culture du Kazakhstan de la préhistoire à nos jours. À la fin de la visite, le président Denis Sassou Nguesso a signé le livre d'or et a reçu un présent d'amitié. Le chef de l'État a également visité Kaza Expo, un joyau architectural dont les travaux ont duré 4 ans. Là aussi, après avoir été émerveillé par le spectacle, Denis Sassou Nguesso a signé le livre d'or avant de recevoir un cadeau de la part des amis du Congo. Au Centre financier international, le président de la République a été reçu par le gérant du centre. Une structure qui fonctionne avec des lois anglaises, a-t-on dit. Ce centre est composé d'un tribunal, d'une administration et d'une bourse internationale. Toujours au Kazakhstan, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a également visité la cathédrale orthodoxe, la montagne de Chimboluk et le musée d'art de Kazatayev. Roch Kiamba, une fois de plus. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé le 2 août 2024 à Almaty, deuxième étape de sa visite officielle au Kazakhstan. Avant de quitter Almaty, le chef de l'État a visité la montagne Chimboulak, une station de sport d'hiver située à 25 km au sud d'Almaty et à 2260 mètres d'altitude. Cette station possède un ensemble de plusieurs téléphériques permettant d'atteindre 3163 mètres. Sur place, Denis Sassou Nguesso a arboré le tchapam, un costume traditionnel des Kazakhs. Le président de la République a également visité la cathédrale de l'Ascension, encore dénommée cathédrale Zinkov, une église orthodoxe se trouvant dans le parc de Panfilov. Denis Sassou Nguesso l'a visité en compagnie du patriarche orthodoxe. Après la fondation de la ville d'Almaty, cette zone faisait office de cimetière
et sera donc transformé en parc en 1870. Le parc des 28 gardes de Panfilov tués par les nazis. Toujours dans l'enceinte du parc, le chef de l'État a visité le musée des instruments de musique du Kazakhstan du 19e siècle. Dans la salle de spectacle, le président de la République a suivi avec envie les mélodies chantées par ce groupe kazakh. Avant d'immortaliser à jamais ce moment de joie par une photo de famille. On change de registre. Les notions d'impact du changement climatique sur la santé humaine et environnementale font l'objet d'un atelier ici à Brazzaville au profit des acteurs de la société civile et les personnes vulnérables. Cet atelier a été rendu possible grâce au Centre international de formation en droits humains et développement durable en partenariat avec le gouvernement de la République. Derek Makebo. Venus de différentes couches sociales, les participants à cette session de formation vont 3 jours durant renforcer leurs capacités sur les questions liées aux impacts du changement climatique sur la santé humaine et environnementale. Un cadre idéal pour ces acteurs de la société civile de comprendre en détail toutes les maladies liées au changement climatique. Nous sommes sans ignorer que les effets néfastes du changement climatique touchent à la santé humaine, animale et environnementale. Et hier, on parlait de la santé spécifiquement pour réserver au ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous vous avions convié à ces séminaires de formation en tant qu'acteurs de droits de l'homme et défenseurs de l'environnement, ambassadeurs de climat. Partout où vous êtes, vous serez en mesure de défendre les causes des effets néfastes du changement climatique. La lutte contre le changement climatique, un défi majeur pour le gouvernement congolais, a laissé entendre Christophe Ngafula, le représentant du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile. Nous savons que notre président, M. Denis Sassou Nguesso, a mis en avant le combat contre les changements climatiques. Et tous, nous devons donc en être conscients. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous exhorte à bien suivre, bien intérioriser les thèmes savamment choisis par les experts aujourd'hui. Cet atelier de formation a également connu la participation d'une délégation venue de la République démocratique du Congo. Il sera sanctionné par la remise des attestations aux participants. La communauté rwandaise vivant au Congo se souvient encore de la journée du 4 juillet 1994, une date historique qui marquait la fin du génocide Tutsi à Brazzaville. Le jour de la libération a été commémoré en différé hier autour d'une réception organisée par l'ambassade rwandaise au Congo. Alida, bienvenue au Maï, et Florine Mbani. C'est par l'exécution des hymnes nationaux du Congo et du Rwanda qu'a débuté la cérémonie de la célébration en différé de la 30e journée de la libération du Rwanda. Le Rwanda qui avait tourné la page sombre de son histoire, marquée par le génocide aujourd'hui il y a 3 décennies. Le Rwanda a tourné la page du génocide perpétré contre les Tutsis, qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes et laissé une économie dévastée, ainsi qu'un tissu social déchiré, pour entrer dans une nouvelle ère. Une cérémonie rehaussée de la présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre en charge de la coopération internationale, ainsi que de plusieurs personnalités. Cérémonie riche qui a su mettre en relief la culture rwandaise avec à la clé sa musique traditionnelle.
Le Rwanda, à travers cette journée, magnifie donc la résilience, le courage et l'esprit libéral de ce pays aujourd'hui symbole d'unité, de la sécurité, socle de son développement. La journée de libération n'est pas seulement une commémoration de nos luttes passées. Comme l'a souligné à plusieurs reprises Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, la vraie libération commence quand les armes se taisent. L'objectif ultime de la libération est de bâtir un pays où chaque Rwandais est valorisé et où le citoyen est au centre de toute action gouvernementale. Il s'agit de vivre pleinement et de réussir. Réussir à surmonter la pauvreté, à mettre fin à la dépendance et à restaurer la dignité. La journée nationale de la libération du Rwanda est célébrée le 4 juillet de chaque année. Le tourisme, un facteur de développement dans le cadre de la valorisation des attractions touristiques en République du Congo. La ministre en charge de l'industrie touristique, Lydie Pongo, a effectué une randonnée aquatique en vue de pister et observer les baleines ainsi que les dauphins sur l'océan Atlantique dans la ville de Pointe-Noire. Cette offre touristique est un atout de plus pour attirer les touristes. Nelson Zao. Le pistage et l'observation des baleines ainsi que des dauphins sur l'océan Atlantique dans la ville océane, voici des attractions qui valent leur pesant d'or dans l'offre touristique congolaise. En sa qualité de porte-étendard de la destination Congo, Lydie Pongo a dompté les vagues de l'océan Atlantique avec une détermination indéfectible, celle de réaliser une expérience inédite. Après une belle randonnée aquatique, une baleine, un peu capricieuse au début et conquise par la suite, a récompensé cette volonté farouche consistant à valoriser le quatrième pilier du plan national de développement. C'est une expérience que je souhaite que chacun de nous vive parce que voir la baleine dans son environnement naturel, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Une histoire de plus pour la société Wild Safari Tours. Déjà, c'est dans le cadre de la découverte. Et puis, Wild Safari Tours est une agence touristique. Donc, c'est pour montrer à la population congolaise et extérieure les bienfaits du Congo et la richesse que le Congo détient. La beauté d'une telle aventure, couplée aux sensations fortes que l'on peut ressentir en côtoyant ces créatures aquatiques très rares, demeure une raison de plus pour visiter la République du Congo. Restons à Pointe-Noire pour parler de la clôture de la 2e édition du Salon international du livre, une rencontre qui a permis aux populations amoureuses des arts et des lettres de découvrir les écrivains, cinéastes et autres acteurs de la littérature venus de différents pays du monde. Amédée Mesme Massengo de notre bureau à Pointe-Noire. Au cœur de la cérémonie de clôture de la 2e édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire figure la représentation théâtrale de 2 pièces, dont la première représentée par la compagnie Autopsie sur le diagnostic du monde de Yvon Lewale Manda. Et la seconde pièce, intitulée Le DG sur la brèche de Henri Diombo, a été représentée par le Théâtre de l'Environnement. Un épilogue du SILAP qui du reste a suscité l'envie d'être pérennisé, a déclaré Louis-Gabriel Missatou, premier vice-maire et député à l'Assemblée nationale représentant la première citoyenne de la ville de Pointe-Noire. Pour donner le goût du livre et de l'art à d'autres Congolais qui veulent bien se lancer dans ce sentier, je vous exprime humblement le souhait de perpétuer ce genre de salon. À l'issue de cette édition culturelle, Lewale Manda a remis des prix aux meilleurs talents à l'image de Christy Sibel Mangokaki, 9 ans révolu, et Richenel Vendée, jeune écrivain. Le slam, c'est quelque chose d'important pour moi. Plusieurs personnes qui m'avaient dit non, on commence par le slam, ça va aller. Et je partais au CCF pour apprendre. Écrire ne faisait pas partie de mes projets. Voilà, j'ai écrit un livre intitulé Maintenant Javos, surmonter la perte de notre chair. Henri Diombo, ancien ministre d'État, romancier et dramaturge, et Lewale Manda expriment leur désir pour les prochaines éditions. La fratrie d'écrivains, c'est un grand soutien
La demande vient du premier vice-maire de la ville qui nous encourage à pérenniser cet événement. La deuxième édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire a vécu. Nous revenons à Brazzaville. Une prière pour la nation congolaise. C'est le format choisi par les hommes de Dieu des églises dites des réveils de Brazzaville pour solliciter la miséricorde et les bénédictions de Dieu pour le Congo. Dadi Evrad Osila a également prié avec eux. Ambiance de louange et atmosphère d'adoration au rendez-vous, c'est sous le signe de la grâce que la convention organisée par les serviteurs de Dieu de Brazzaville, dénommée Prière pour la nation, a réuni les chrétiens venus de tout le pays. Les pasteurs et apôtres, dans le sillage du pasteur Stéphane Gaporo, hôte de la convention, ont livré au peuple de Dieu une parole basée sur le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Le Congo a besoin de la prière. Parce que le bonheur de tous les Congolais dépend de ce pays. Nous, les hommes de Dieu du Congo-Brazzaville, surtout les jeunes pasteurs du Congo, comme le chef d'État a dédié cette année-ci 2024, il a dit que l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse. C'est à ce point-là que nous aussi, les jeunes pasteurs, nous nous sommes levés aussi pour prier pour la nation. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc d'un commun accord, que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tous nous nous rassemblons pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour ce pays, Dieu va accorder la paix. Le Congo, c'est déjà un pays de paix. Mais nous, les chrétiens, nous, les Congolais, nous devons encore nous lever de plus à la prière pour que Dieu puisse protéger nos autorités. Commençons par le président de la République. La nation congolaise a fait l'objet d'une prière spéciale pour permettre aux autorités de relever tous les défis. Cette rencontre, qui est à sa première édition, est une manière de donner au corps du Christ l'objectif d'un même combat pour l'élévation de la nation congolaise. Je venais de le dire en titre, en homme de terrain, le député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a fait la ronde hier de quelques chantiers dans la ville, notamment la passerelle piétonne reliant les quartiers 605 et 603, Talangaï et le boulevard Alfred Raoul, Kochengoulou. Et toute la superstructure et les infrastructures de cette passerelle piétonne sont déjà posées et font la fête de l'œil. La passerelle en bois qui permet actuellement la traversée entre les quartiers 605 et 603 Talanga sera bientôt qu'un lointain souvenir. La passerelle devait avoir une structure en béton armé constituée des voiles et des poteaux et qui devrait finir par un tablier métallique, donc constitué des châssis en IPE et qui devait avoir un platelage en caillebotis. Hissé à plus de 3 mètres de hauteur, les populations pourront se déplacer aisément, même pendant la période de crue de la rivière Tiémé, a rassuré l'ingénieur. Malgré les crues, ils pourront toujours passer parce que l'accès était un peu difficile. Actuellement, il nous reste à faire juste le platelage du pont, notamment poser les caillebotis. En homme de terrain et comme à l'accoutumée, le député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, est venu s'assurer du niveau d'exécution des 10 travaux, dont la livraison est prévue en septembre prochain. Autre ouvrage dont les délais d'exécution des travaux seront tenus, c'est le boulevard général Alfred Raoul. Notamment l'aire du défilé, le député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, est venu se rassurer si le maître d'ouvrage délégué et la force publique sont tombés d'accord afin de permettre dans les bonnes conditions les passages des troupes. Juste après le député maire de Brazzaville, c'est le délégué général aux grands travaux qui a visité le chantier des travaux qui s'exécutent au boulevard Alfred Raoul, Belcharanganongo. Partie du ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, la mission de visite des travaux conduite par le délégué général aux grands travaux a eu pour premier point de chute le boulevard Alfred Raoul. Il s'agit du chantier de réaménagement de l'avenue des Trois Martyrs, partant du boulevard des Armées jusqu'à l'hôpital de Taranga. Donc les travaux, ça a commencé par le boulevard Alfred Raoul. La piste elle-même du boulevard de défilé sera remise aux autorités militaires. Et ensuite, pendant ce temps, nous pouvons continuer avec
des travaux de pavage sur le voile jusqu'au 12 août. Puis le 15, il y aura le fil. Vêtu de sa plus belle robe, il accueillera la fête des 64 ans de l'indépendance du Congo prévue pour ce 15 août 2024. En compagnie des experts, techniciens, ingénieurs et partenaires de la délégation aux grands travaux, le délégué général Oscar Otoka a ensuite procédé à la visite de l'état d'avancement du centre de maintenance aéronautique de Brazzaville, les travaux de l'inspection du tarmac du pavillon présidentiel. La Chine a voulu installer à titre de don ce centre à Brazzaville, tenant compte de la position centrale qu'occupe l'aéroport de Maya-Maya. Il s'agit d'un centre construit par les Chinois pour maintenir les aéronefs en bon état, tout type d'aéronefs. Le pavillon présidentiel, y compris d'autres parkings, les aéronefs se posaient sur la grave bitume, ce qui n'est pas normal. Donc aujourd'hui, l'État a débloqué des moyens pour que l'entreprise SGEC reprenne des travaux à couvrir le tarmac du béton bitumineux aéronautique. Afin de ne pas perturber l'activité à l'aéroport Maya-Maya, ces travaux se dérouleront en plusieurs phases avec de nombreuses contraintes, si possible de travail de nuit et de nombreux contrôles en raison des accès très stricts. Voilà, vous l'avez compris que c'était la visite des travaux du boulevard Alfred Raoul par le délégué général aux grands travaux. Autre nouvelle, il n'y a aucune augmentation des tarifs de transport en commun sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont là les propos des responsables de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo au cours d'une communication à l'endroit des chauffeurs et usagers. Tout contrevenant, disent-ils, s'exposera à la rigueur implacable de la loi. Lionel Richipemba a recueilli ses propos pour nous. Après avoir mis en place une commission gouvernement intersyndical des transporteurs en commun du Congo pour statuer sur leurs revendications, le bureau de cette intersyndicale tient à rassurer les transporteurs et les usagers sur le prix du transport au Congo. Les prix du transport restent inchangés. Le bus 150, le taxi 1000 francs. Des prix habituels qui réconfortent les usagers. Vraiment ça m'arrange. Parce qu'à 250 francs, le coût de la ménagère est tellement bas. Et mettre le bus à 250 et le taxi à 1500, c'est nous mettre la corde au cou. Mais avec cette négociation avec le gouvernement et les syndicats, qu'ils ont mis le prix à 150 le bus et 1000 francs le taxi. En même temps, l'intersyndicale met en garde tout transporteur qui ira à l'encontre de cette décision. Nous demandons très respectueusement auprès des transporteurs, notamment les ouvriers du transport qui sont du matin au soir au volant, de respecter les tarifs habituels. Celui qui se fera prendre par les services habilités, ça sera pour le problème du syndicat. Pendant ce temps, les transporteurs restent suspendus à l'aboutissement des négociations en cours. Le district de Soanké, dans le département de la Songa, se dotera bientôt d'un centre de formation des métiers de mine. Les travaux de l'édifice en construction n'avancent pas car l'entreprise chargée de les exécuter traîne les pas. 12 mois après sa dernière visite sur les lieux, le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, est descendu sur les lieux. Isis Onyangé Bizouako. L'école de formation des métiers de mine de Soanké, un bijou architectural à 5 km de la communauté urbaine de Soanké, sera bientôt livré, selon le message de François Motobaïna. Jusqu'au 15 de ce mois-là, nous allons livrer le bâtiment administratif qui est le dernier bâtiment à terminer. Nous avons 6 salles de classe, donc on a 2 bâtiments de 3 salles de classe chacun. Parce qu'on a un dortoir pour les filles de 4 pavillons, et un dortoir pour les garçons, 4 pavillons aussi. Mais quelques temps avant, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, ministre de l'enseignement technique et professionnel, était un peu sceptique à ce sujet. Nous sommes le 2. Vous êtes sûr que dans 14 jours, on aura ça? Au moment où nous parlons, le véhicule est où? Donc il est encore à Brazzaville. Oui, il est encore. Il quitte Brazzaville quand? Je ne peux pas dire exactement quand parce qu'il ne vous reste que 2 semaines. Ghislain Thierry Magessa Ebomé serait même prêt à envoyer les élèves stagiaires du génie civil pour prêter main forte à l'équipe commise à la tâche. Et pour booster un peu ce chantier qui est en phase de finition, il y a là pour nous aussi cette possibilité, cette opportunité de continuer l'œuvre que nous avons commencé déjà.
L'école des métiers des mines viendra donc s'ajouter à la carte scolaire qui est déjà en nette augmentation de plus de 25% une fois livrée. Au ministère de l'Enseignement général, large échange de vues hier entre le ministre Jean-Luc Montou et le diplomate onusien Gon Meyers. La question des cantines scolaires a meublé leur échange. Aussi, Jean-Luc Montou s'est entretenu avec l'ambassadeur malien Agibou Diallo. Voyons tout cela avec Jean Bataladjo. Le repas, un appât pour des milliers d'enfants congolais. Aujourd'hui, 7 départements sur 12 sont couverts par le PAM, le programme alimentaire mondial, soit 100 000 élèves répartis dans 407 écoles. Un apport nutritionnel qui, selon l'Agence du système des Nations Unies, améliore le rendement des apprenants, mais pas seulement. On a un peu parlé de la cantine scolaire comme appui de l'État du Congo, parce que ça améliore la concentration des enfants. Et puis, ça ajoute une valeur de l'éducation transverse de fréquentation et puis de scolarité des enfants au Congo. Le PAM entend élargir sa couverture et tous les partenaires financiers s'accordent sur la succession de la gestion des cantines scolaires avec un transfert de compétences. À partir de 2026, on va commencer avec 15 ICOR qui doivent être gérés directement par le ministère de l'Éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux de donner tout l'appui technique. Et là, éventuellement, en fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer ces cantines scolaires. Avec la nouvelle approche, le Congo va s'appuyer sur les producteurs locaux, une orientation appréciée par Jean-Luc Montou qui a également reçu le diplomate malien pour une visite de courtoisie. Pourtant, les deux interlocuteurs ont aussi abordé les questions de la formation, une perspective qui, aux yeux des deux personnalités, renforce la coopération entre le Congo et le Mali. Et puis, cette information, le Meetup Branch des femmes extra, un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences entre femmes entrepreneurs, s'est tenu aujourd'hui à Brazzaville, une initiative de la coach Muriel Atipo qui a rassemblé les femmes venues de plusieurs sphères socio-professionnelles en vue de leur donner des compétences nécessaires pour mieux manager leur entreprise. Parmi les conférencières figurait Aline France Etokabeka qui a édifié les participantes sur l'importance des médias sociaux et traditionnels pour les femmes entrepreneurs. Edvel Delis Mapassi pour le récit. Le Meetup Branch des femmes Estra, un moment d'échange et de partage d'expériences entre des femmes entrepreneurs, passionnées et ambitieuses, évoluant dans divers secteurs d'activité. Des femmes réunies par la coach Muriel Atipo autour des thématiques enrichissantes en vue de leur donner des clés nécessaires pour mieux manager leurs entreprises. Durant ces meet-ups, c'est de la convivialité, c'est de l'échange de partage, d'expérience aussi. Et c'est aussi des expertes qui viennent les équiper, leur donner des clés et leur permettre de monter en compétences pour se lancer dans leur projet. Aline France Etokabeka, l'une des nombreuses conférencières à ce Meetup Branch, a édifié l'assistance sur la communication d'influence, l'importance des médias sociaux et traditionnels pour les femmes entrepreneurs. Des notions essentielles pour booster la communication d'une jeune entreprise. Il s'agissait pour moi de leur montrer comment les médias peuvent accompagner les entrepreneurs et quel est l'intérêt pour les entrepreneurs de s'intéresser aux médias. Il faut communiquer, aller au-delà, sortir de votre cocon, aller voir le grand public, donc à travers les médias. Notre rôle, c'est de les aider, à leur donner des tuyaux, des astuces pour savoir comment se positionner dans un marché que nous connaissons aujourd'hui très saturé. Lieu d'apprentissage et de témoignage, ce Meetup Branch des femmes Estra a également offert une plateforme aux participantes pour partager leurs propres expériences et poser des questions. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la communication, aussi bien médias classiques que les nouveaux médias, que ces réseaux sociaux. Mais on a également appris qu'il ne faut pas oublier les médias classiques comme Télé Congo, qui est un très bon média de communication. C'est une super expérience, vraiment, je recommande. Espace de soutien et de connexion pour les femmes entrepreneurs. Le Meetup Branch des femmes Estra est un concept lancé par la coach Muriel Atipo il y a 2 ans à Paris en France pour aider les femmes entrepreneurs à monter en compétences afin de mieux gérer leur société. Cap sur un fondo dans la Likwala, des enfants congolais mais aussi des réfugiés vivant dans la communauté urbaine de Bétou ont suivi un film d'animation abordant la thématique des réfugiés, un film éducatif projeté par les responsables du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bétou, à l'occasion d'une activité culturelle. Héritier Banabélé nous fait le point.
Centre multifonctionnel construit par le bureau du ACR de Bétou. Dans cette salle assez modeste, transformée en salle de cinéma pour la circonstance, les enfants de 6 à 14 ans, congolais et réfugiés centrafricains, rwandais ainsi que ceux de la RDC, ont fait montre d'une attention religieuse en suivant ce film d'animation beaucoup pédagogique sur la notion de refuge et les valeurs de paix, mais aussi sur les méfaits de la guerre dans un pays. Un moment de loisir inédit pour ces enfants de Bétou qui ont tiré des leçons, chacun à sa façon. Dans ce film, j'ai compris que la guerre n'est pas bien pour la population parce qu'elle subit beaucoup de conséquences. Ici à Bétou, on vit bien. Si j'étais pas à Bétou, je voulais même mourir. À Bétou, c'est Hachek qui nous protège. Il y avait eu une guerre chez eux, c'est ça qu'ils sont venus se réfugier chez nous. On leur prend comme nos amis, nos frères et sœurs. Le caractère culturel de cette activité permet au bureau du ACR de Bétou d'encourager la coexistence pacifique qui caractérise les rapports entre les Congolais et les réfugiés vivant dans cette communauté urbaine. Cette activité rencontre l'un de nos objectifs de protection qui est de promouvoir la paix. Ce film présente une situation de guerre. Ce sont des situations similaires à celles que beaucoup de familles réfugiées ont vécues ici, accueillies par l'État congolais. C'est une occasion également pour nous de rassembler et les réfugiés et leurs amis congolais pour montrer en réalité qu'il n'y a que ce titre ou alors cette étiquette de réfugié qui peut les distinguer sur le papier. Mais dans la réalité, ce sont des enfants qui se ressemblent, ce sont des enfants qui ont les mêmes passions, ce sont des enfants qui peuvent partager les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Ce centre culturel du ACR de Bétou est permanemment ouvert aux femmes et filles réfugiées surtout qui mènent des activités d'éveil, leur permettant de discuter de plusieurs questions, dont celle du genre, pour leur développement personnel. Repartons à Pointe-Noire, la mission conjointe gouvernement-Nations Unies pour l'évaluation de l'impact de l'assistance humanitaire sur les personnes affectées par les inondations 2023 et la collecte des données en vue de l'élaboration d'une stratégie de relèvement post-inondation dans cette ville s'est terminée. Mercredi dernier, l'équipe des missionnaires a fait la ronde de différents quartiers de la ville océane qui s'inondent souvent. Morel Dissossi. Les crues catastrophiques ont fortement impacté le secteur agricole dans le département de Pointe-Noire. La baisse considérable de la production se fait sentir dans les marchés car les inondations ont rendu infertiles les zones agricoles. Avant, je faisais 12 à 13 sillons. Je vendais ça au marché de Plateau, gros marché plus le marché de Fontiti. Depuis l'inondation a impacté le sol, il n'y a plus de production comme avant. Je nourrissais ma famille à cause de ça. Actuellement, vraiment, c'est compliqué. Le constat reste le même dans toutes les zones affectées dans la ville océane. Les mêmes besoins essentiels sont exprimés par les populations. La récente aide humanitaire est jugée insatisfaisante. La saison des pluies arrive dans quelques semaines. Ces populations expriment déjà leur inquiétude. Je fais 3 jours à la maison avec les enfants. Ça s'inonde, là, ça dépasse même ici. Là. La toiture, là, on a seulement déposé ça. Donc, quand il va pleuvoir, la toiture risque de partir. Donc, j'ai même peur quand la pluie va venir. Je ne sais pas comment je vais dormir avec les enfants. Le gros problème, c'est de nous améliorer les ponts, de nous curer les kinoukas là. Peut-être là, on pourra respirer. De Lumumba en passant par Titi, Luandili et Mungopuku, un seul problème se pose, celui de la canalisation des eaux des pluies. Les différentes informations recueillies par les humanitaires au cours de cette mission leur permettront de rédiger un rapport qui sera soumis au gouvernement et à ses partenaires afin de trouver des solutions efficaces et durables pour ces communautés. Permettez-moi de vous ramener au nord du pays. La circulaire du Premier ministre portant sur la salubrité des villes et villages a été de nouveau respectée ce premier samedi du mois d'août par les agents de la mairie et autres habitants de la communauté urbaine de Sembé dans le département de la Sangha. Voici comment dans ce commentaire signé Bernida Sitou. Machette et pelle en main, les agents de la communauté urbaine de Sembé dans le département de la Sangha se sont mobilisés pour appliquer les termes de la circulaire du Premier ministre portant salubrité des villes, villages et habitations chaque premier samedi du mois. Pierre Essier, maire de Sembé, se dit satisfait de la participation effective des agents de la mairie. Nous devons faire de notre mieux pour que Sembé revête sa plus belle robe. Et c'est notre pari à maintenir Sembé dans son éclat de propreté. Et dans un élan de cœur et de solidarité, nous œuvrons pour l'intérêt général,
pour le bien-être de nos populations et par rapport à cette journée que nous avons tenu à nous appliquer correctement pour la réussite de cette journée. À l'approche des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, quelques citoyens ont adhéré à l'idée de rendre salubre la place rouge de la ville de Sembé. Instituée en 2018, cette circulaire qui continue d'être appliquée n'est pas tombée en désuétude ici à Sembé. Vous l'avez compris, l'actualité de ce premier samedi du mois d'août est marquée par l'opération de salubrité des villes, villages et habitations. Après Sembé, direction Kélé dans la cuvette ouest, où l'administrateur maire de cette communauté urbaine a organisé conjointement avec le député Thierry Aubier une vaste opération de salubrité. On le sait, la propriété chasse la maladie. J.D. Akala. Roch Didas Odeba, administrateur maire de Kélé, est plus que déterminé à mettre en musique la circulaire gouvernementale du 3 novembre 2018 sur la salubrité. Rendre Kélé propre est un défi pour l'administrateur maire. Nous sommes dans l'application de notre programme d'activité. Quand nous sommes arrivés ici, ça devenait un défi. Kélé était presque noyé par les hautes herbes. C'est vraiment l'occasion de féliciter les populations de Kélé, de remercier l'honorable député Thierry Aubier, député de Kélé, qui apporte un soutien multiforme à l'activité de la mairie et l'appui de monsieur le préfet. Une initiative louée et appréciée par les populations qui entendent soutenir les pouvoirs publics. En tant que citoyens congolais, nous devrons obéir et nous sommes venus montrer l'exemple que nous sommes derrière le chef. À la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale, le député Thierry Aubier a mis des engins à contribution afin d'élargir toutes les avenues et les routes de Kélé. Voilà, je vous propose à présent de suivre le reportage de Larson Mabona portant sur un don des kits sportifs à l'ICEPSA. Suivez. L'association Football Leadership Opportunity a pourvu l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive d'un kit complet d'équipements sportifs. Non seulement ce matériel a été offert, mais il a également été suivi d'un séminaire de formation pédagogique. Les dons, c'est juste une partie de Flow. Le plus important, c'est les formations que nous apportons aux étudiants qui sont ici, qui sont déjà doués, qui sont déjà compétents. Alors Flow se contente de créer un environnement qui permet à ces étudiants-là, d'en plus ou davantage, d'avoir ces compétences-là, de les mettre à l'action. Pour la seconde fois, l'université Marien Ngouabi a bénéficié des dons de Flow et son président a tenu à exprimer sa reconnaissance. Nous avons par devant nous un compatriote qui est très patriotiste, qui tous les ans revient au pays pour apporter un appui au développement universitaire entre guillemets dans le domaine sportif. Nous nous rendons compte que l'année dernière, quand nous faisons le point, je prends un seul exemple de 2 ballons. Nous nous retrouvons actuellement à près de une centaine de ballons. Par exemple, c'est très appréciable et à féliciter. Football Leadership Opportunity est une fondation multinationale établie en 2022 dont l'activité principale consiste à promouvoir le sport sous toutes ses formes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Juste après le générique fin, vous suivrez la déclaration du président de la République devant la presse à l'occasion de sa visite officielle au Kazakhstan. On se quitte avec la motivation du sage. Pour ce soir, il nous dit que le soleil qui brille n'ignore jamais un village parce qu'il est petit. À bientôt.